Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci Francis. En tous les cas, c'est un plaisir pour moi de venir à Sceaux parce que, effectivement, ça me rappelle des souvenirs du lycée et puis aussi Franck qui était pas très loin. Et donc, je suis très content de venir vous parler d'une réalité concrète du jour. Et c'est l'avenir. Pour cela, je vais vous faire part de mon expérience clinique, parce que je ne suis pas informaticien, je suis clinicien. Donc, le problème, il est simple, il faut que les outils soient à disposition des docteurs, des infirmières, des kinés, des professionnels de santé, et par là même, pour faciliter la prise en charge des malades. Donc, c'est vraiment une réalité très concrète à laquelle je me suis intéressé depuis plus de 10 ans. Alors, pour commencer, on va aller dans du concret parce que vous allez me dire, oui, mais nous, on ne voit pas le bout de tout ça parce que est-ce que vous êtes capable de nous connecter maintenant avec un endroit? Chiche, allons-y. Alors, on va faire ça de manière très pratique puisque vous voyez, nous sommes connectés avec la Bretagne, avec Saint-Brieuc. Alors on a mis ça au point vendredi avec Madame l'Allemand. Donc il y a eu un test, donc ça marche. Vous voyez, c'est simple, c'est facile. Alors vous me direz, oui, mais on est frustré parce que c'est vous qui apparaissez à l'écran. Alors oui, bien sûr, bien sûr. Mais on peut faire autrement, vous voyez, parce que c'est assez simple. On peut faire le choix de changer de caméra, parce que sinon, lui, il serait frustré, il ne pourrait pas vous voir. Hein. Donc, c'est effectivement un logiciel simple. Et pour faire de la télémédecine, on a besoin d'avoir, d'une part, des outils, un PC, une webcam, éventuellement un casque, mais cette webcam fait système audio. Maintenant, on est dans des configurations qui coûtent vraiment pas très cher. Alors, on va demander à la antenne de vous présenter pendant quelques minutes les aspects techniques en Bretagne, puisque je suis maintenant en retraite de télégérien, parce que je trouve mieux pour le moment. L'assistance publique me met en retraite. Et donc, les Bretons m'ont dit, chiche, tu viens travailler avec nous? Je dis oui, je prends le TGV. Je vais travailler 2 fois par semaine en Bretagne. Et donc, on est dans l'installation bretonne. Alain, la parole est à vous. J'espère que vous êtes toujours avec nous? Oui, tout à fait, bonjour à tous. Voilà. On ne vous voit pas. Si, je vous vois. Mais nous, on ne vous voit pas. Je vois tout. Bon, c'est pas grave. D'accord. Alors, voilà, il y a un diaporama. Alors, c'est un diaporama. Oui, on va mettre en grand. Voilà. C'est mieux comme ça. Alors, pourquoi faire un diaporama? C'est pas pour faire fun. C'est parce que demain, si vous avez par exemple une radio, ben, vous pourriez partager votre radio, votre dossier avec ceux qui sont à distance. Donc tout ça, simplement pour vous dire, depuis 2004 où j'ai vraiment essuyé les plâtres, aujourd'hui les technos sont là. Elles sont présentes. Les évolutions technologiques ont été considérables au cours des dernières années, ce qui fait que maintenant c'est à notre portée. Alors là, qu'est-ce que vous faites en Bretagne? Racontez-moi. C'est mieux quand vous êtes à 3, quand on est à 3, là, parce que le diaporama est en grand, c'est mieux. Oui? Ah. Vous êtes plus avec nous? On est trahi. Voilà. Bon, il va nous rejoindre. Ouais, j'ai commencé à travailler en décembre 2012 en Bretagne. Et on a fait ces installations. Alan, il va arriver.
On a fait ces installations, on a préparé un projet qui va permettre de faire le déploiement dans 6 EHPAD, connectés à 2 hôpitaux généraux, connectés à 2 hôpitaux psychiatriques et connectés à des libéraux. Eh oui, c'est ça qui est l'intérêt, parce que le vrai problème dans l'avenir, c'est pour les malades dans les institutions. Voilà, alors à vous, je vous donne la parole. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc la télémédecine peut tout d'abord un réseau informatique. La base de la communication se fait par les tuyaux informatiques. Donc nous, en Bretagne, on a choisi un réseau dédié à la télémédecine qui est porté par le mouvement de coopération sanitaire du GSC Santé Bretagne et qui nous permet de garantir une sécurité, une confidentialité de nos actes médicaux. Un second point, c'est les outils qu'on a mis en place. Donc on a veillé à ce que l'ergonomie dans la salle de télémédecine soit correcte pour le patient et le professionnel de santé. Donc là, vous pouvez voir un écran d'une taille de 40 pouces pour que le patient puisse avoir une visualisation du médecin proche de la taille réelle. Vous avez également une caméra pilotable avec un système audio pour que l'échange soit correct. Et derrière, vous voyez une petite unité centrale, c'est tout bonnement l'ordinateur qui permet de gérer la visioconférence ou l'utilisation des dossiers médicaux. Donc ça, c'est notre installation en EHPAD. Mais vous pouvez très bien reproduire le même genre d'installation sur un PC classique, avec un petit système audio, une webcam, et donc voilà, un autre une caméra pilotable, et très vite on peut voir que l'outil peut servir à l'installation des médecins libéraux, qui soient généralistes ou spécialistes. La tablette, qui est un bon outil de mobilité. Si on possède un réseau informatique suffisant pour faire une visioconférence, c'est rendu possible également par un système audio et les caméras qui sont présentes sur la tablette. Et si on n'a pas de réseau, on peut toujours travailler en différé. Donc c'est un bon outil qui permettra d'aller au domicile du patient. La télémédecine, c'est pas que de la visioconférence, c'est également un logiciel de télémédecine pour tracer les données du patient et les données de l'acte médical. Donc c'est un outil également auquel on veille particulièrement à l'ergonomie pour les professionnels de santé et pour que l'acte de télémédecine soit le plus accessible et simple pour tous. Donc je vous ai mis ici un exemple de l'ergonomie qui est déployée en télémédecine. Donc on a fait attention à ce qu'on puisse avoir un écran suffisamment grand pour que le patient retrouve une taille normale de la visualisation du médecin, mais également un bon éclairage, des couleurs, la couleur des murs qui soit correcte pour la visioconférence, des prises informatiques et électriques disponibles dans la salle, une table de consultation, l'occupation extérieure et la fermeture à clé de la salle pour garantir une fois de plus la confidentialité et la sécurité. Donc moi j'ai 3 missions, c'est de garder la confidentialité, donc le secret des données médicales, donc notre solution est hébergée chez un hébergeur de santé agréé de santé. Mon dispositif il doit être disponible, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je donne mon dispositif, il faut qu'il marche en temps et en heure. Et enfin, il faut que mon dispositif soit intègre, je ne peux pas me permettre que des données soient perdues. Donc, tout notre enjeu, c'est de faire facile et accessible à la fois pour les professionnels de santé et pour les patients en EHPAD. Donc, on fait cela pour que la mise en œuvre technique soit facile dans les petites structures
Et enfin, pour que le confort des patients soit des mieux, car on aura un acte médical qui sera déroulé dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Voilà, donc, l'intervention de Bretagne. Est-ce que vous avez des questions? C'est sur les aspects techniques. Parce que là, vous voyez, on déploie, on vous a montré une salle de télémédecine, mais on vous a montré aussi qu'avec un PC, une webcam, un petit système audio, en tout, ça coûte 500 €, même pas. Cette webcam coûte 80 €, le système audio coûte 90 €. Donc c'est vraiment accessible. On vous a parlé du réseau, ce qui est un élément très important. Ça, c'est ce qui se passe en Bretagne, mais il se passe exactement la même chose en Île-de-France. Et le logiciel qu'on vous a montré, c'est un logiciel qui, en Île-de-France, va servir en dermatologie. Donc, vous voyez, les choses maintenant deviennent quasiment prêtes pour vous. Donc, ça. Avez-vous des questions? Est-ce qu'on peut visionner la gorge d'un patient, par exemple, à distance et faire un diagnostic Bien écoutez, on a maintenant des petites caméras main qui permettent effectivement de bien regarder ce qui se passe au niveau de la gorge. Donc l'ORL, on avait commencé sur Pompidou à tester ce type d'outil, c'est parfaitement envisageable. Alors toute la question est-ce que vous, généraliste, vous avez envie de montrer la gorge de votre patient à un spécialiste à distance, ou est-ce que c'est vous qui avez envie de regarder la gorge de votre patient à distance? C'est deux questions différentes, vous voyez? Donc quel est votre projet médical? Vous voyez, à chaque fois, sur ce type de questions, il faut se remettre sur ces deux jambes et dire, bon, voilà, quel est mon projet médical? Imaginons par exemple que l'EHPAD se trouve à 50 km de l'hôpital, que le généraliste, lui, habite à 15 km, est-ce qu'on peut faire un certain nombre de gestes en utilisant la télémédecine? La réponse est oui, avec des limites. Avec des limites, mais on va en reparler. Y a-t-il encore une ou deux questions pour Alain Dantème? Et ensuite, je répondrai bien sûr à toutes les questions à la fin de l'exposé. C'est le radiologue qui me pose des questions. Est-ce qu'on peut connecter un système comme celui-là, qui est un système audiovisuel, c'est l'image de l'intervenant et la parole de l'intervenant qui est transmise, est-ce qu'on peut connecter par exemple une image échographique sur le système? Alain? Alors, je n'ai pas totalement bien entendu la question. Est-ce qu'on peut connecter une image radiographique? Pardon? Peut-on connecter une image radiographique au système? C'est-à-dire, je suis en train de parler avec un spécialiste pneumologue ou cardiologue. Est-ce que l'échographie, oui? On peut connecter. Oui, tout à fait. Si j'avais possédé une radiologie sur mon PC, je vous en aurais fait part tout de suite, mais de la même manière qu'on peut partager une image, un son ou une vidéo, on peut évidemment partager des images morphologiques, que ce soit issues de scanner, d'IRM. Ce qu'on vient de faire de manière simple avec Saint-Brieuc, alors là on a fait de manière simple un test, et puis là, tout à l'heure vous avez entendu un petit écho, ok? À partir du moment où on veut faire la télémédecine, là il faut que tout soit parfaitement propre, c'est-à-dire on ne fait pas simplement un petit test, on met en place une ergonomie qui soit parfaitement propre. Vous aviez une question, et ensuite on rendra sa liberté à l'âme. Ma question concerne la mise en relation. Comment est-ce que la mise en relation avec le médecin se fait? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un standard ou est-ce que ça peut se faire via un appel qui alerte le médecin? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment prendre rendez-vous? Est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? C'est une question très intéressante parce que l'innovation du projet, elle n'est pas dans la technique ou des outils qu'on met en place. Enfin, ce qu'on met en place, c'est vraiment que des outils. Et ce qui est important, c'est l'organisation qu'on doit mettre en place justement dû à cette nouvelle organisation du soin. Donc le logiciel permet justement une gestion des rendez-vous, une demande des rendez-vous et une validation des rendez-vous. Mais on met également en place une équipe territoriale
qui permet de valider les dossiers provenant d'EHPAD avant de les envoyer aux spécialistes. Et du coup, cette équipe est composée de 2 infirmières. Merci Alan. Donc on va interrompre la visio et en tous les cas, je vous souhaite bon appétit. On vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous. Au revoir. Alors, c'est de manière simple. Maintenant, on met en place des plateformes régionales. Ça signifie que j'ai un lien, je clique sur mon lien, je rentre dans le guide mon mot de passe, et je sais que comme correspondant, c'est ce qu'on est en train de mettre en Bretagne, et ce qui est en train de se mettre en place aussi en Ile-de-France. Comme correspondant, j'ai cardiologue, dermatologue, neurologue, etc. Et bien à ce moment-là, je clique sur rendez-vous de dermato, et je sais que j'ai plusieurs plages horaires de rendez-vous. On se met d'accord avec le dermato pour qu'il ouvre des plages horaires, par exemple jeudi matin, de 10h à midi, le lundi suivant, de 10h à midi, le mardi, de 14h à 15h. Bien, je clique, si le rendez-vous est libre, je clique pour dire je souhaiterais ce rendez-vous. Donc tout ceci doit être complètement transparent, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe derrière, sur le plan techno, ça doit être totalement transparent pour vous, c'est en un clic. Ce qu'il vous a dit, je clique, ça fonctionne. Si je clique, ça ne fonctionne pas, je ne clique plus. Et c'est normal. Bon, allez, ce truc-là, c'est trop compliqué. Donc, il faut que ça soit quelque chose. Bien, alors, là maintenant, je vais vous faire un petit peu une présentation générique des 10 ans, donc je vais aller vite. Hein. Je vais aller vite, mais on pourra répondre à des questions si vous souhaitez après. Donc, vous voyez, 10 ans, c'est 10 ans de Télégérien en Ile-de-France, où on a travaillé vraiment sur tous les aspects techniques d'un côté et les aspects métiers de l'autre. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les technos ont complètement évolué, elles sont là. Donc, ce qu'il faut, c'est bien comprendre les aspects d'organisation. Maintenant, ce qui devient à l'ordre du jour, c'est, premièrement, qu'est-ce que je choisis comme techno? Parce qu'il faut quand même que je choisisse une bonne techno. Mais je dois commencer par dire qu'est-ce que je veux faire? Avec qui? Quel est mon projet? Si je dis quel est mon projet, je fais mon choix technique, et après, maintenant, les vrais problèmes sont organisationnels et économiques. Alors déjà, une définition. Il y a un décret qui dit ce qu'est la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation. Alors je serai simple. La téléconsultation, malade est présent. D'un côté, il y a un spécialiste, où il y a à l'autre bout, hein, on a un spécialiste, on a un généraliste, et on a un patient. Et à côté du patient, il faut qu'il y ait au minimum un professionnel de santé. Ça peut être une infirmière, mais je pense que quand tout ceci va bien se mettre en place, les aidants auront une grosse part de fonctionnement et il faut l'intégrer dès maintenant. La téléexpertise, c'est la même chose, sauf que le malade n'est pas présent. Mais c'est un dossier compliqué, j'ai besoin de discuter avec un correspondant. Et chose exceptionnelle, nous on a réussi à faire, parce que les outils sont là, des téléexpertises avec plusieurs spécialistes. Le malade est parano. Impossible d'aller montrer à un neurologue, sauf si son psychiatre est là. Ben, en télémédecine, il peut être là. On l'a fait, c'est possible. Donc c'est une nouvelle organisation possible, potentielle. Donc la téléexpertise, le malade n'est pas présent. Donc on peut faire des téléexpertises à plusieurs et faire venir le patient quand on a déjà décidé de ce qui est raisonnable de lui proposer. Donc vous voyez, téléconsultation et téléexpertise, c'est différent, mais on peut les associer si on a besoin de discuter. La téléassistance, c'est comment je peux assister, par exemple, un jeune interne qui se met à faire des échographies vasculaires ou cardiaques et avec un senior à l'autre bout. Ben oui, on l'a fait, c'est parfaitement possible. La téléassistance, ça peut être aussi la téléassistance d'un pansement, parce qu'on ne va pas faire des échographies en ville comme ça. En revanche, dans un service de soins de suite de rééducation cardiaque qui se trouve à 50 km de l'hôpital, ça peut avoir vraiment du sens. Donc il y a des définitions, et à côté il y a des modalités techniques. Je passe
sous silence ces modalités, mais il faut savoir qu'on peut tout associer. C'est-à-dire on peut faire de la téléexpertise synchrone, ça veut dire que c'est de la téléexpertise synchrone, puisque c'est synchrone, ça veut dire que je fais de la visioconférence, mais si on peut faire aussi de la téléexpertise asynchrone. J'ai des problèmes de dermato, je prends des photos, je remplis mon dossier, et je sais que le spécialiste, il dit ça tous les jeudis matin. Pauf, c'est pas quelque chose d'urgent, je lui demande. Et si c'est urgent, il faut qu'il y ait un process urgent. Alors les enjeux de la télémédecine, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout cela, mais je vous dirai deux choses essentielles. La première, c'est que c'est un outil. C'est uniquement un outil. Donc, vous l'intégrez dans le parcours de soins de vos patients et vous l'utilisez à bon escient. De la même manière qu'on a utilisé le téléphone, qu'on a utilisé le fax. Mais là, comme on peut faire du temps réel, il faut qu'on soit vraiment confidentiel et sécurisé dans un réseau dédié. C'est ce qui se met en place en Ile-de-France en ce moment. Donc, vous voyez, ma première remarque, c'est ça. La seconde remarque, c'est de dire, écoutez, aujourd'hui, en France, il y a eu 250 projets de télémédecine, donc on a bien compris que pour un certain nombre d'actes, la télémédecine fonctionne très bien. Donc on ne va pas s'en passer, il faut maintenant arriver à l'intégrer dans nos pratiques. Maintenant, il va être nécessaire peut-être pour certaines situations cliniques de faire des études randomisées. Laissons sous les spécialistes les faire et connaissons maintenant les limites de la télémédecine. C'est ça qui est important à comprendre. On peut faire beaucoup de choses, mais si donc le spécialiste à l'autre bout dit voilà, c'est un peu trop compliqué, il faut vraiment que j'examine mon patient, on transporte, pas de problème. Mais quand on évite le transport de patients âgés ou de patients jeunes, exemple, je travaille aussi à Sceaux dans le centre de rééducation des tout-petits de la Fondation Quadas. C'est les tout-petits de 0 à 8 ans. Si on peut éviter de les transporter à l'équerre, ça peut être quand même vachement sympa et ça peut permettre en tous les cas de décloisonner une équipe qui s'occupe des tout-petits et ça peut permettre d'éviter de transporter des tout-petits ou des tout-vieux. C'est bien. On évite le déplacement de patients fragiles, âgés ou pas âgés. Alors, il y a des textes. Ça, en France, on est fort, très fort pour les textes. Parce que vous voyez même, on a dit, en 2010, on a dit, voilà, la tarification, c'est un C2. Mais on a écrit ça dans un décret, mais on n'est pas passé à l'acte pour mettre des provisions financières pour les payer. Donc, ce qui fait que maintenant, en 2014, on a sorti un article 29 sur la tarification des actes. Et on dit dans 4 ans, on aura une évaluation de la tarification des actes dans 10 régions. C'est complètement fou. C'est pas possible. Parce que de toutes les façons, quand la télémédecine fonctionne, les gens vont y aller. On ne va pas attendre 4 ans. La Bretagne ne va pas attendre 4 ans que la tarification des actes arrive. Donc on a pris contact avec l'assurance maladie. Et là, les contacts sont bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'enclencher parce que c'est quelque chose qui rend service. Mais c'est toujours comme ça. Alors après, la Haute Autorité de Santé sort des recommandations. J'ai participé à cela, mais ça c'est très important. C'est quand on fait un projet, j'imagine, que vous, généraliste à Sceaux, vous ayez envie de rentrer en contact avec les gériatres de la petite Salpêtrière, d'Ottawa, Baudrette, par exemple. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Eh bien, effectivement, on peut imaginer qu'il puisse y avoir un projet où on démarre petit, mais où vous puissiez accéder, parce que vous êtes médecin en EHPAD, parce que vous avez une clientèle très gériatrique, que vous puissiez accéder à des avis. Là, on est à l'aube de pouvoir faire ça. Hein. C'est pas du tout lunaire, hein. C'est vraiment maintenant. Et il faut vraiment prendre cela aussi en tenant compte des recommandations du Conseil national de l'ordre de médecins. Alors merci au docteur Jacques Ricard, parce que d'habitude, très souvent, le Conseil de l'ordre est encore en retard, un petit peu. Et là, il était en avance. Et ces recommandations sont très importantes. Moi, je les ai affichées dans les salles d'attente. Et c'est quand même très important. Il a ressorti de nouvelles recommandations en 2014. Donc ça veut dire qu'il travaille bien en phase avec les réalités. Et ça, c'est très important. Et la dernière réalité, c'est qu'aujourd'hui,
On a vraiment besoin d'une coopération entre médecins et professionnels de santé, d'infirmières, le kiné. Toutes ces coopérations sont très importantes et en tous les cas, en télémédecine, c'est une règle. Alors, le ministère de la Santé a sorti des priorités nationales. Je vous les mets là. Ce diaporama, il sera disponible et vous pouvez le faire diffuser sous format PDF. Merci. Alors, mon expérience, c'est sur 10 ans. Hein, plus de 10 ans, concrètement. Concrètement, voilà. On a un grand écran, c'est ce qu'on a fait au départ, dans un EHPAD et dans un service de soins de suite, parce que ça nous donnait, on voulait tester vraiment un outil très performant et regarder comment ça marchait. Mais on se rend compte que quand on est sur son petit écran, eh bien, ça marche aussi parfaitement bien. Il faut simplement s'adapter à tout cela. Et c'est vrai que si le patient ne voit pas bien, il va voir mieux sur un grand écran que sur un petit. C'est pour ça qu'on a choisi un grand. Et à côté, on a d'un côté une image, la caméra main qui montre la cicatrice, et de l'autre côté l'image radiologique. Alors on peut mixer, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a mis en Bretagne, dans des EHPAD, c'est 2 écrans. L'écran principal et l'écran annexe, on a le dossier où on peut avoir la radio, où on peut avoir effectivement une caméra main, d'autres choses. Donc on adapte sa configuration à l'endroit où on est. Mais là, vous voyez, on a fait 1500 actes de télémédecine, 41% d'orthopédie post-opératoire. Ça veut dire plus de 600 actes. Et ça veut dire que 600 actes, ça veut dire que c'est de la routine. On a fait ça sur 4 ans, plus de 4 ans. Donc, vous voyez, c'est de la routine, ça veut dire que c'est simple. Si ça n'avait pas été simple, eh bien, on aurait arrêté avant. Là, on a travaillé 4 ans. Et la Bretagne, on va commencer à partir du mois de février. Je n'ai aucun doute maintenant, parce que j'ai déjà l'expérience, donc je sais qu'il faut faire ses choix techniques. Il faut faire des bons choix techniques et après, il faut accompagner les professionnels. Alors, c'est pas simplement la cardio, c'est pas simplement l'orthopédie, c'est la dermato et c'est les pansements. On sait que les pansements, ça coûte très cher à la sécurité sociale, c'est plusieurs centaines de millions d'euros, et certains disent même 2 milliards d'euros pour les pansements au domicile. Donc, au domicile, et puis les malades qui parfois restent des semaines dans les hôpitaux. Donc, manifestement, les pansements sur les escarres, sur les plaies de jambes, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et on peut même fonctionner en téléexpertise, je vais vous le montrer tout de suite après. Et la dermato, donc pour nous, on a vraiment, c'est devenu de la routine, on a fait plus de 200 ou 250 patients qui avaient des lésions dermatologiques, et ça s'est fort bien passé avec satisfaction des utilisateurs, c'est-à-dire des patients, on ne déplace pas, des dermatologues qui ne se plantent pas, je le répète, parce que si on se plantait, ben on arrête. Si on se dit attention, je ne suis pas capable d'avoir un diagnostic dermato, ben j'arrête. Si je prends un risque sur un mélanome, ben j'arrête, je ne fais plus, jusqu'à ce que ça s'améliore. On a fait de l'échographie cardiaque et vasculaire à distance en temps réel, entre Pompidou et l'hôpital Vaugirard. Ça veut dire que d'un côté, il y avait une infirmière qui avait un diplôme d'échographie cardiaque, ou un jeune étudiant interne en radiologie, et de l'autre côté, il y avait le spécialiste très compétent. Donc il peut guider à distance celui qui fait l'échographie. Donc ça, c'est pas pour faire de l'échographie en ville, je vous dis ça, c'est pour vous rappeler qu'il n'y a plus de problème techno. Tous les problèmes techno, ils sont derrière nous. Maintenant, si vous avez l'intention de le faire, eh bien, je vous poserai des questions techniques. Exemple, je vous donne toujours cet exemple-là. Si vous voulez acheter une voiture, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire avec votre voiture. Si vous voulez faire Paris, Sceaux, porte de Pantin tous les jours, matin et soir, c'est pas une grosse que vous allez prendre. C'est une petite. Si vous voulez faire Paris-Perpignan 2 fois par semaine, vous allez prendre une grosse. Voilà, c'est exactement la même chose. Je prends la techno en fonction de l'usage que j'en fais. Et si je fais un usage en cabinet libéral, je n'ai pas besoin d'un matériel à 10 000 €. Un PC récent, une webcam et un petit système audio suffisent. Là, vous voyez, c'est 1800 actes
en tout, dans plus de 20 spécialités. Donc le problème, il est non pas aux difficultés techniques, mais il est aux aspects organisationnels. De quoi la spécialiste a-t-il besoin pour donner un avis à confiance en télémédecine? En gros, si vous demandez un avis dermato, est-ce que c'est une suspicion médicamenteuse? L'intoxication médicamenteuse. Le spécialiste a besoin de connaître les médicaments que l'on a appris dans les 2 derniers mois. Donc il faut bien lui donner les médicaments qu'il a appris dans le dernier mois, les 2 derniers mois. C'est vraiment les questions d'organisation du dossier que le dossier doit être compris. Ici, c'est le temps. Vous avez toutes les spécialités. Et puis en haut, vous avez le temps. Vous voyez, 27 minutes, 23 minutes, 21 minutes. On voit ce qui prend le plus de temps, c'est l'échographie cardiaque ou vasculaire. Mais la dermato, 11 minutes. L'orthopédie, 8 minutes. Pourquoi? Parce qu'on était bien organisé, que le système fonctionnait bien. Donc si demain vous êtes généraliste, il faut qu'il y ait quelqu'un, un endroit, un lien, quelque part, quelqu'un qui soit le garant que votre techno marche bien. À partir du moment où ça est en place, il n'y a pas de problème. À partir du moment où l'organisation est en place et que vous savez que vous avez un calendrier de spécialistes avec qui vous pouvez correspondre, donc il y a bien quelqu'un qui s'occupe des aspects d'organisation, vous, cabinet libéral, que ce soit une infirmière, que ce soit un médecin ou un kiné ou autre, vous pouvez accéder à ce type. Donc c'est plus des problèmes techniques, c'est des problèmes organisationnels. Le point de vue du spécialiste. Alors là, vous voyez, le spécialiste, il dit, c'est moi qui traduis, il a besoin de qualité et fluidité. Exemple, la dermato a besoin d'une qualité d'image. Des images à 8-10 millions de pixels, c'est suffisant pour faire un diagnostic de dermato ou un diagnostic de pansement, de plaie. Le neurologue, lui, il a besoin de fluidité. Ça veut dire que ce mouvement-là est fluide. Est-ce que ça, c'est une maladie? Ça, sur un écran, est-ce que c'est la DSL qui est malade? Ou est-ce que c'est le cervelet qui est malade? Donc là, on a besoin que le réseau soit propre. Et ça, c'est parfaitement possible. Même sur ADSL, on peut faire des choses qui sont bien. Maintenant, on peut avoir aussi des réseaux dédiés. Et dans un cabinet libéral, vous devez pouvoir y rentrer avec un abonnement. Je vous rassure, pas 10 € par an pour un cabinet libéral, bien évidemment. Et ça, en Bretagne, c'est en train d'être mis en place. Je veux dire un abonnement raisonnable. Les prérequis organisationnels, je vous l'ai dit, c'est un point très important. Le dossier doit contenir les informations. Il y a des prérequis juridiques, traçabilité des actes. Ça, c'est fondamental. Jurisprudence de Grenoble. Un neurochirurgien et un neuroradiologue ont été condamnés tous les deux parce qu'il y a un scanner qui a été envoyé au neurochirurgien qui a dit il n'y a pas de problème, il peut rester là où il est, il n'y a pas de souci, le malade est mort. Et ils ont été condamnés tous les deux. Parce que celui qui a envoyé n'a pas gardé la trace des images qu'il a envoyées. Et celui qui a reçu le dossier, bon, il n'a pas gardé non plus les images, mais après il a dit, ben oui, l'autre il ne m'a pas envoyé toutes les images. Alors, le médecin expert désigné a dit, mais pouvez-vous nous montrer? Ben non, on n'a pas gardé. Donc ils ont été condamnés tous les deux. Donc on peut discuter de dossier, mais la première étape, c'est la traçabilité des données. Et surtout, quand on fait de la visio, vous voyez, vous connaissez Alain Montel. Est-ce que vous connaissez tous vos spécialistes avec qui vous correspondez parfois par courrier? Non. Mais là, la visio, ça peut permettre de se connaître. C'est déjà une première étape dans la confiance. Et après, il faut avoir des procédures. Ça, c'est pour rappeler que l'éthique est fondamentale. Si les images de vos patients apparaissent à la télé ou dans les journaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de confidentialité. Donc ça veut dire faites très attention à tous les liens médiatiques, j'y fais très attention, et il faut que tout ceci soit confidentiel et sécurisé. Du point de vue du demandeur, eh bien, il faut qu'il y ait un réseau, je ne rentre pas trop dans le détail, on y reviendra, mais tout ceci, ça se met en place, ça veut dire que, imaginons que dans un groupe de généralistes, vous décidiez de rentrer dans un projet, une hypothèse. Déjà, ce n'est pas vous qui allez écrire les projets entre 18h et 22h ou entre 22h et minuit.
Parce que j'ai connu ça à la PHP, où très souvent il faut faire ces projets en dehors des heures au-delà. Bon. Déjà, il faut qu'il y ait déjà un pilote, il faut qu'il y ait déjà des gens qui prennent en charge le projet pour l'écrire et pour aller jusqu'au bout. Et que tous les aspects techno soient réglés. C'est clair, les projets fonctionnent si on a ce type de conclusion. Et après, vous voyez, on rentre dans la techno. Là, par exemple, c'est pour vous montrer l'image qu'un spécialiste dermato peut voir effectivement sur le logiciel pour visualiser les photos et ensuite faire son compte rendu. Donc on peut faire 2, 3, 4, 5 photos et les intégrer dans un logiciel. Et vous voyez ici, je vous montre un autre logiciel, c'est-à-dire que dans le commerce, il y a en gros 3 à 5 industriels qui sont sur le marché, qui se partagent le marché français. Mais j'ai marqué quelque chose de très important. Ajout automatique des photos. Ce qui signifie que si vous avez un appareil photo, il faut que le système soit automatique. Je prends une photo de mon patient, de ses lésions, il faut que je clique et qu'elle puisse s'intégrer directement à l'intérieur du dossier médical. Il ne faut pas que je bidouille, avec USB, machin, il faut que ça soit automatisé, ce qui est l'élément important. Ça, c'est pour vous montrer que en Bretagne, vous voyez, Bron et Réac sont distants de plus de 40 km des hôpitaux de Saint-Brieuc et Dinan. Donc les gens sont vraiment isolés. Et par exemple, l'EHPAD des Réac, c'est 70 pensionnaires. Il y a 70 pensionnaires, mais autour, il y a plus de 10 000 personnes qui sont isolées. Donc ces 10 000 personnes pourront accéder aussi, dans des échéanciers, aux actes de télémédecine. C'est l'objectif qu'on a défendu, sur lequel l'ARS a donné de l'argent pour qu'on mette en place en 2014-2015. Et si ça marche bien, on prévoit de s'étendre à plus de 80 EHPAD dans les Côtes-d'Armor. Plus de 80 EHPAD. Donc c'est pas un joujou dans un coin. C'est pas un projet qu'on fait dans un petit coin. C'est quelque chose maintenant qui prend une envergure territoriale. Et en Ile-de-France, c'est la même chose. C'est-à-dire que la maturité des réseaux est en train d'arriver. Vous voyez donc, dans les enjeux de la télémédecine, ils sont plus trop technologiques, ils sont organisationnels et économiques. Et après, vous voyez, on se retrouve devant des conclusions, veiller au respect de bonnes pratiques cliniques. Les bonnes pratiques seront organisationnelles et économiques. Ça, c'est une évidence de le dire, mais c'est aussi important de l'écrire et de le lire. Donc, là, c'est pour conclure sur mon expérience. Je trouve que la téléconsultation est un élément important, parce que quand on connaît le spécialiste, on peut, au cours d'une consultation de dermatologue qui dure 12 minutes, on peut poser plein de questions. Et ça permet effectivement de partager des savoirs. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et quand on connaît bien les correspondants, au bout d'un moment, on sait très bien ce dont le spécialiste a besoin et passer à la téléexpertise qui sera beaucoup plus rapide. Si je prends des photos, si je remplis mon dossier et que ça m'a pris 7 minutes 30 secondes, ça va beaucoup plus vite et je n'ai pas besoin d'avoir un rendez-vous avec le dermatologue. Il va me donner son avis, me dire ton malade, c'est rien, c'est une mycose, tu fais ça. Ou alors il peut me dire ton malade a forte suspicion de mélanome, je souhaite qu'il vienne lundi prochain à la consultation pour qu'on fasse la biopsie. Ou alors, je ne sais pas ce qu'il a, fais tel examen, je le revois dans un mois après qu'il ait fait tel traitement. Donc, parcours de soins, c'est un outil. C'est un outil, mais qui peut permettre d'être beaucoup plus réactif. Et parfois, c'est compliqué d'avoir des avis spécialisés. Parce qu'il y a des délais d'attente de consultation qui peuvent être longs. Donc là, la communication peut être plus rapide. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Bretagne. La Bretagne, c'est effectivement des territoires ruraux. Et je m'aperçois que, par exemple, entre Pompidou et Vaugirard, en distance de seulement 3 km, ben on a rendu énormément de services aux patients. Pourquoi? Parce qu'on avait des créneaux horaires qui ne sont pas les délais classiques de consultation. Parce qu'on a évité que des patients âgés se déplacent pour 3 km, ça peut être délétère, parce qu'ils vont à la consulte. La consultation à 11h. Donc ils vont à la consulte, mais le docteur, donc ils arrivent déjà à 10h, ils sont partis à 9h30. Ils arrivent pour la consulte de 11h. Ils attendent, le médecin a une demi-heure de retard, le temps qu'il
centrale, donc il sort de la consulte à midi moins 5. Donc on appelle l'ambulancier pour faire retourner à Vaugirard. Les ambulanciers sont ordinairement donc le patient arrive à l'hôpital Vaugirard à 14h, sans avoir à manger. Il était parti à 9h30 le matin. Donc pour un avis, on peut avoir des heures d'attente, de transport, etc. Donc on voit très bien que le décloisonnement est un élément quand même très important. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. La place aux questions. Merci beaucoup.